Le Monde aujourd'hui, bonsoir à tous et bienvenue dans l'édition de ce vendredi 25 février au sommaire. Guerre en Ukraine, Vladimir Poutine appelle l'armée ukrainienne à prendre le pouvoir à Kiev. Au deuxième jour de l'invasion russe dans le pays, la résistance s'organise alors que les premiers bilans font état de centaines de morts. La Russie se dit prête à revenir à la table des négociations. On fait le point des derniers développements avec notre invité du jour. Au Tchad, le commandant de la force Barkhane, en visite sur une base militaire pour déployer de nouveaux équipements, évoque la réorganisation de la force dans d'autres pays et des possibilités futures. Et puis, on parle de l'industrie du jeu vidéo en Afrique et du retour du duo électro le plus célèbre au monde, Daft Punk, avec Roger Muntu qui nous rejoint pour la page culturelle de la semaine. L'OTAN affirme son unité et renforce les sanctions contre Moscou, alors que les forces de la Russie resserrent leur étau autour de Kiev, avec des affrontements aujourd'hui dans et aux abords de la capitale de l'Ukraine. Le président Volodymyr Zelensky accuse l'armée russe de bombarder des quartiers civils. Retour sur les derniers développements dans la crise ukrainienne avec Jacques Aristide. Les troupes russes, déployées au sol, avancent désormais sur plusieurs axes de pénétration du nord, de l'est et du sud de l'Ukraine, alors que de premiers combats ont éclaté à Kiev aujourd'hui. La capitale, qui ressemble à une ville fantôme, s'est réveillée dans la destruction après des bombardements en pleine nuit. J'étais en état de choc, donc je ne peux pas vraiment dire, mais probablement vers 4h30, 5h30, tôt le matin. Le chef de l'État ukrainien appelle les Européens aguerris à venir combattre l'armée russe. Volodymyr Zelensky reproche à leurs dirigeants une réponse trop lente face à l'invasion de Moscou. Si vous avez une expérience du combat en Europe et que vous ne voulez pas regarder l'indécision des politiciens, vous pouvez venir dans notre pays et vous joindre à nous pour défendre l'Europe, où cela est très nécessaire maintenant. Son homologue russe Vladimir Poutine, qui se dit prêt à des pourparlers avec l'Ukraine, demande toutefois aux militaires ukrainiens de prendre le pouvoir à Kiev en renversant Volodymyr Zelensky et son entourage, qu'il qualifie de néo-nazis et de drogués. Son chef de la diplomatie, Sergueï Lavrov, affirme que l'objectif de l'invasion est de libérer les Ukrainiens de l'oppression. Nous sommes prêts à des négociations à n'importe quel moment dès que les forces armées ukrainiennes entendront notre appel, cesseront de résister et déposeront les armes. L'Union européenne indique qu'elle va sévèrement sanctionner Vladimir Poutine et Sergueï Lavrov pour leur responsabilité dans l'invasion de l'Ukraine. Pour l'UE, c'est le maître du Kremlin lui-même qui se comporte comme les nazis. Il dit toujours quelque chose comme « nous empêchons un génocide », ce qui est totalement absurde, car il en commet un ou est sur le point de le faire. Il parle de dénazifier l'Ukraine, mais c'est lui qui se comporte comme les nazis. Un dernier bilan fait état de morts et de blessés, à la fois côté russe et ukrainien, mais les pertes humaines et matérielles sont difficiles à confirmer. L'ONU, pour sa part, indique que les carburants, l'argent liquide et les équipements médicaux commencent à manquer en Ukraine. Selon elle, jusqu'à 5 millions de personnes seront contraintes à se réfugier à l'étranger. Berlin, Paris, Londres, New York et ailleurs, des milliers de manifestants ont protesté jeudi dans de nombreux pays contre l'invasion de l'Ukraine. Des dizaines de manifestants se sont rassemblés devant la Maison-Blanche à Washington, D.C. Et à Sarajevo, c'est l'hôtel de ville qui a été illuminé aux couleurs du drapeau ukrainien. À Paris, près de 3000 manifestants portant drapeau bleu et jaune ou bouquet de mimosa à la main étaient réunis jeudi soir, place de la République, lieu emblématique de grands rassemblements dans la capitale française. À Moscou, comme à Saint-Pétersbourg, des milliers de Russes ont manifesté et plus de 1700 personnes ont été interpellées par la police dans plusieurs villes, dont plus de la moitié rien que dans la capitale, selon l'ONG spécialisée OVD Info.
Le président Joe Biden a condamné ce qu'il a appelé l'attaque militaire non provoquée et injustifiée de la Russie contre l'Ukraine et il a lancé une nouvelle série de sanctions contre Moscou. Patsy Widakuswara, chef du bureau de VOA à la Maison-Blanche, nous parle de cela en détail dans ce reportage donc relaté par Gabi Dorcine. C'est en coordination avec les autres dirigeants du G7 que le chef de l'exécutif américain a franchi cette nouvelle étape dans les sanctions contre la Russie. Nous avons déjà vu l'impact de nos actions sur la monnaie russe, le rouble qui a atteint aujourd'hui le niveau le plus faible de son histoire. Le marché boursier russe a plongé aujourd'hui. Les taux d'emprunt du gouvernement russe ont grimpé de plus de 15%. Le dernier paquet comprend des sanctions contre d'autres membres de l'élite russe, des restrictions sur la dette et les capitaux propres de 13 entreprises russes, des limites sur les exportations de technologies américaines vers l'armée russe et des sanctions contre les principales institutions financières russes. The two largest state banks, Sberbank and VTB. Les deux plus grandes banques d'État, Sberbank et VTB, ces deux banques sont parmi les plus importantes du système financier russe. Donc je pense qu'il est extrêmement important que ces deux banques qui traitent la majorité des transactions en dollars dans le pays soient effectivement soumises à des sanctions. Des sanctions ont également été imposées à la Biélorussie, un allié du Kremlin qui a organisé des exercices militaires conjoints avec la Russie pour faire pression sur l'Ukraine. En revanche, les États-Unis et leurs alliés n'ont pas expulsé Moscou du système bancaire SWIFT, un réseau financier essentiel qui relie des milliers de banques à travers le monde. Ils n'ont pas non plus sanctionné Poutine personnellement, mais ces options restent sur la table. 69% des Américains sont favorables à des sanctions supplémentaires contre la Russie, selon un sondage Reuters-Ipsos, mais 62% s'opposent à l'envoi de troupes américaines pour défendre l'Ukraine, ce que Biden a répété d'ailleurs à plusieurs reprises qu'il ne ferait pas. Peu importe à quel point les dirigeants occidentaux auraient pu penser qu'il serait irréaliste de protéger l'Ukraine en utilisant la force militaire directe, il n'était pas nécessaire d'annoncer qu'ils n'étaient pas disposés à le faire. Jeudi, les États-Unis ont envoyé 7000 soldats en Allemagne pour aider à rassurer les alliés de l'OTAN, en plus des milliers récemment déployés en Pologne et en Roumanie. Pendant ce temps, plus de 100 avions de guerre de l'OTAN et plus de 150 000 soldats ont été mis en alerte maximale. Et pour une analyse, nous recevons notre invité du jour, René Lake. Vous êtes analyste politique. Vous êtes basé ici même à Washington, D.C. Bonsoir. Bonsoir, Azuma. Alors, le président Vladimir Poutine et son ministre des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, figurent sur la liste des personnes qui seront sanctionnées par l'Union européenne. L'OTAN mobilise sa force de réaction rapide. Biden annonce de nouvelles mesures. Quelle lecture faites-vous de la réponse internationale actuelle ? Écoutez, d'abord, sur la force de réaction rapide, c'est la première fois dans l'histoire de l'OTAN. Donc, c'est un événement historique par rapport à la réaction des pays occidentaux. Ça veut dire que les troupes qui sont à la frontière, notamment la frontière ouest et sud-ouest de l'Ukraine, en Pologne, vont être mobilisées et en position en mobilisation, sont mobilisés pour ne pas aller trop loin dans le langage militaire. Donc c'est un événement historique de ce point de vue-là. Alors écoutez, la situation ne semble pas s'améliorer, bien au contraire, la capitale est menacée, d'après les services de renseignement américains, selon un certain nombre de médias ici à Washington. Il semblerait que la capitale pourrait tomber à tout moment. Donc la situation est plutôt dramatique. Et vous l'avez indiqué tout à l'heure, Arzouma, la dimension humaine, parce qu'il ne faut pas l'oublier, c'est quand même la dimension la plus importante. C'est absolument tragique. On est à plus de 200 morts. Et malheureusement, le bilan risque d'être encore plus lourd. Comment voyez-vous les retombées politiques et économiques des mesures annoncées par le président Biden ? Écoutez, on va voir ce que ça va donner. En tout cas, sur la Russie, ça va être particulièrement difficile. C'est vrai que, comme l'a indiqué votre reportage tout à l'heure, le SWIFT, donc ce système de connexion bancaire, 11 000 institutions bancaires à travers le monde, dans 200 pays, qui permet de se connecter et de faire des transactions en dollars. Pour l'instant, la Russie n'a pas encore été expulsée de ce système-là, mais il semblerait, en tout cas d'après Biden, et il le dit et il le répète, que les mesures qui ont été prises sont aussi vigoureuses et auront un impact même plus fort que celui de l'expulsion de la Russie du système SWIFT.
Donc on va voir ce que ça va donner sur les Russes, mais il faut noter, Arjuma, que l'impact en général des sanctions, il n'est pas immédiat. C'est un impact qui va se faire ressentir dans l'économie russe dans quelques semaines, quelques mois, quelques années. Donc ça prend du temps. Donc il y a peu de chances que ces sanctions-là ne changent la stratégie militaire immédiate de la Russie, qui me semble prête à aller jusqu'au bout. Pourquoi une guerre maintenant? Et sur quoi est-ce que la Russie compte-t-elle à présent pour résister à la pression internationale et réussir à atteindre son objectif? Écoutez, je crois que le calcul premier de Poutine, c'est que l'alliance des Occidentaux ne va pas tenir très longtemps. D'abord, je ne suis même pas sûr qu'ils pensaient qu'ils iraient aussi loin, notamment les Allemands, en suspendant le projet de gazoduc, puisque vous savez, quelques semaines avant l'invasion, les Allemands étaient un peu hésitants, ils n'étaient pas très clairs sur cette question-là. On n'était pas certain que tous les pays de l'OTAN seraient sur la même ligne. Donc je crois que ça, c'est une question essentielle. Son calcul, c'est qu'en Occident, la crise de la démocratie est telle qu'il pouvait imaginer, il pouvait penser, il pouvait anticiper que certains pays n'iraient pas jusqu'au bout. Bon, donc de ce point de vue-là, en tout cas pour l'instant, ce calcul ne semble pas être payant, mais on ne sait jamais, les choses peuvent évoluer. Alors René Lec, alors que les Russes ont atteint justement la ville de Kiev, Vladimir Poutine se dit prêt à revenir à la table des négociations. Voyez-vous encore un intérêt pour lui de ne pas aller au bout justement de son action militaire? Personnellement, je ne le vois pas, j'y crois pas trop. Il ne peut pas s'engager à ce point-là, ne serait-ce que même par rapport à son opinion publique intérieure. Il va aller jusqu'au bout de l'opération militaire. Alors, quelle est la finalité? On ne sait pas trop. Est-ce qu'il s'agit d'annexer purement et simplement l'Ukraine, ou est-ce qu'il s'agit simplement de créer les conditions pour renverser le gouvernement, installer un gouvernement fantoche du style un peu de ce qu'il y a en Biélorussie, et à partir de là, trouver les moyens donc de démilitariser l'Ukraine. Donc ça peut être également son option. Mais il semblerait que la résistance qu'il trouve sur le terrain soit beaucoup plus importante que ce à quoi il s'attendait. René Lec, je vous remercie. Vous êtes analyste politique. Vous êtes basé ici même à Washington, D.C. À très bientôt. Au revoir, Zuma. La guerre en Ukraine s'invite également sur Internet, selon l'expert en sécurité et cofondateur de l'ONG Hackers sans frontières, Clément Domingo. C'est une guerre hybride dont les enjeux sont élevés. Écoutez ce qu'il a dit à ce sujet. Une guerre hybride qui se joue énormément sur les réseaux sociaux et entre autres avec de la désinformation, mais aussi sur le cyberespace. Et là, on observe depuis vraiment les premières annonces une recrudescence de ces attaques-là, avec les chercheurs du groupe I7 qui ont déjà en fait démontré qu'il y avait une souche, ce qu'on appelle un wiper un peu plus du coup dans le domaine technique, qui va tout simplement venir effacer simplement toutes vos données en un temps assez record. Donc là, on n'est vraiment plus du tout dans cette phase un peu de ransomware que l'on connaît, où vos données vont être chiffrées, cryptées si vous préférez, et que l'on va vous demander une rançon, mais vraiment là, les gens vont tout simplement perdre leurs données. Donc là, on est vraiment dans du sabotage, quoi. Clément, vous êtes aussi vous êtes donc le cofondateur de l'ONG Hackers sans frontières. Votre vigile, votre veille que vous faites, qu'est-ce que vous remarquez en fait qui se passe? Quels sont les enjeux en fait auxquels on fait face? Et bah là, je pense que, comme vous disiez un peu, Arjuma, en étant cofondateur de l'ONG Hackers sans frontières, on va aussi avoir un rôle déterminant pour pouvoir alerter aussi bien le grand public vraiment de tous ces enjeux-là que l'on ne voit absolument pas qui sont en train de se passer. Et on le craint, hélas, et je le crains vraiment que ça va vraiment pouvoir avoir des conséquences assez dramatiques sur la suite de beaucoup de choses. Déjà, il y a pas loin maintenant d'une heure, on commence à observer que les sites russes, et en particulier ceux du Kremlin ou encore ceux du ministère de la Défense, ne sont plus du tout accessibles directement depuis le monde. Donc pour y accéder, il faut être soit en Russie, soit avoir une adresse IP derrière un VPN. Donc on peut commencer un tout petit peu, si on suit un peu ce qui se passe, si on sait un peu comment ça se passe, se dire que les Russes eux-mêmes se sont préparés à cette énorme vague d'attaques de type DDoS, donc en fait tout simplement de déni de service, et que en représailles, ils ne vont pas du tout rester
les bras croisés, mais qui vont vraiment riposter. Et cette riposte-là pourrait arriver très 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 rapidement. Je suis Mohamed Diop à Nouakchott pour VOA Afrique. Au Tchad, lors d'une visite sur une base militaire pour déployer de nouveaux équipements, le commandant de la force Barkhane, le général Laurent Michon, a parlé de la réorganisation de la force dans d'autres pays et des possibilités futures. Les détails avec Dili Diko. Après avoir annoncé la semaine dernière le désengagement des quelques 2400 militaires déployés au Mali sur un total de 4600 au Sahel, la France rappelle son intention de se retirer progressivement. Nous sommes en train de préparer, en coordination avec l'armée malienne, la façon dont nous allons nous replier en quittant Gossi, Ménaka et Gao, qui sont les 3 emprises sur lesquelles nous sommes installés. Et de la même façon que nous l'avions fait à Tessalit ou Kidal, nous le ferons en bon ordre avec l'armée malienne. Le commandant Michon a dit, par rapport au délai, à la manœuvre tactique et logistique, qu'un accent sera mis sur la coordination dans un contexte où la menace terroriste reste présente. Plutôt que d'un redéploiement, il a parlé d'une réorganisation. Nous réarticulons selon les desiderata et les intentions des différents pays. Ce n'est pas vraiment un redéploiement, c'est-à-dire qu'on ne compte pas du tout remettre le dispositif actuellement au Mali ailleurs. Ce n'est pas du tout ça l'esprit. C'est que ce soit au Niger, au Tchad ou dans d'autres pays, au regard de la menace terroriste qui descend vers le golfe de Guinée, qui est un constat partagé par tout le monde, quel est l'appui et la coopération souhaitée par tel ou tel pays. À la question de savoir si la France envisagerait un retour au Mali, le commandant Michon a répondu que c'est une décision politique prise en fonction de la situation. Le président Joe Biden nomme ce vendredi 25 février la Ketanji Brown Jackson pour devenir la première femme noire à siéger à la Cour suprême des États-Unis, selon 2 sources bien informées. L'annonce à la nomination de Mme Jackson déclenche une bataille de confirmation au sein d'un Sénat très divisé. Mme Jackson remplacerait ainsi le juge libéral Stephen Breyer, qui a annoncé en janvier son intention de se retirer. La Cour suprême est composée d'une majorité conservatrice de 6 contre 3 qui ne sera pas modifiée par la nouvelle nomination. L'année dernière, le Sénat a voté 53 contre 44 pour confirmer la nomination de Mme Jackson à la Cour d'appel. Et c'est la fin de la première partie de ce journal. À venir, on parle de jeux vidéo sur le continent africain et du retour du duo électro le plus célèbre au monde, Daft Punk, pour ceux qui connaissent. Restez avec nous, l'information revient dans une petite minute. Washington Forum, le rendez-vous hebdomadaire de VOA Afrique à ne pas manquer. Chaque semaine, nous sommes ensemble pour 30 minutes pour décortiquer les grands sujets qui font l'actualité. Avec nos analystes et nos reporters, nous allons au fond des choses. Politique, économie, société, culture. Nous posons le débat et nos analystes sont là pour apporter l'éclairage. Washington Forum, c'est aussi vous, le public. Vous pouvez participer en réagissant au thème de la semaine sur nos réseaux sociaux. La rédaction de VOA Afrique vous donne rendez-vous sur ses chaînes partenaires, son site voaafrique.com et sur ses plateformes numériques pour prendre part à ce forum réalisé dans nos studios à Washington. À très bientôt dans Washington Forum. Merci d'être toujours avec nous dans Le Monde aujourd'hui, un programme de VOA Afrique. Les impacts de la guerre en Ukraine se font ressentir aussi dans le milieu sportif avec des sanctions qui n'ont pas tardé. Le point avec Yacouba Ouedraogo. La finale de la Ligue des Champions ne se jouera plus dans la ville russe de Saint-Pétersbourg. L'UEFA a annoncé que ce match, prévu le 28 mai, a été déplacé au Stade de France, près de Paris. Autre décision prise par l'instance. L'organisation sur terrain neutre des matchs internationaux à domicile des clubs ou sélections ukrainiens et russes jusqu'à nouvel ordre. Cela concerne le Spartak Moscou en lice en Ligue Europa
ou le match des espoirs français en Ukraine le 29 mars, le président de la Fédération russe de football, Alexandre Dioukov, dénonce une décision dictée par des motifs politiques. Dans une vidéo les montrant, eux et leurs familles, confinés dans un hôtel de Kiev, des footballeurs brésiliens évoluant dans des clubs ukrainiens du Shakhtar Donetsk et du Dynamo Kiev appellent leur gouvernement à faciliter leur évacuation. Salut les gars, nous voilà tous réunis, joueurs du Dynamo et du Shakhtar, avec nos familles logées ici à l'hôtel à cause de la situation. Nous sommes ici pour demander votre aide en raison du manque de carburant dans la ville, des frontières fermées, de l'espace aérien fermé. Il n'y a aucun moyen pour nous de sortir. Côté africain, de nombreux joueurs évoluant en Ukraine disent suivre la situation de près. Dans une interview accordée au site afrique.com, Ibrahim Kane, international malien évoluant à Vorskla Poltava, assure ne pas être inquiété dans la ville où il évolue. Pour les joueurs ukrainiens évoluant hors de leur pays, l'inquiétude demeure permanente. C'est le cas du gardien de but ukrainien du Real Madrid, Andriy Lunin, inquiet selon son entraîneur Carlo Ancelotti. Il est clair qu'il n'a pas l'esprit qu'il avait avant. Il est inquiet parce qu'il a des gens proches de lui à Kiev. Il y a sa mère, ses amis. C'est normal qu'il soit inquiet. Et cela affecte son esprit, évidemment. En dehors de cela, je pense que l'entraînement l'aide à ne pas penser à cela. De son côté, le club anglais de Manchester United dit avoir révoqué son contrat de sponsoring avec la compagnie aérienne russe Aeroflot. Idem pour la formation allemande de Schalke, qui a décidé de retirer de ses maillots son sponsor officiel russe, Gazprom. Le Grand Prix de Russie de Formule 1, prévu le 25 septembre à Sochi, a été annulé. Le Comité international olympique a exhorté toutes les fédérations sportives internationales à annuler ou à délocaliser tout événement prévu en Russie ou au Bélarus. Zoom à présent sur l'univers du jeu vidéo en Afrique, l'Africa Games Week, le rendez-vous des joueurs, développeurs, studios et investisseurs de cette industrie en plein essor referme aujourd'hui ses portes au Cap en Afrique du Sud pour la 4e édition. L'événement voulait surtout permettre aux talents locaux de saisir l'immense opportunité que représente cette industrie pour le continent le plus jeune au monde. Et comme le disent les professionnels du domaine, le jeu vidéo africain a de beaux jours devant lui. Écoutez. Comme la plupart des jeux viennent d'Amérique, d'Europe ou du Japon, on connaît ces cultures, on sait à quoi s'attendre. Bien sûr, il y a une certaine diversité là-dedans. Mais rien qu'en Afrique du Sud, par exemple, on a 11 langues nationales. Chacune d'entre elles vient d'une culture, d'une histoire particulière. En partant de ça pour développer un jeu, ça permet de créer de nouveaux contenus encore très peu explorés. Pour moi, l'avenir de toute cette industrie, et même plus, c'est en Afrique. On a un Eldorado il y a quelques siècles. Il y a eu la ruée vers l'or aux États-Unis, où il y a plein de gens qui allaient chercher l'or aux États-Unis. Moi, je pense qu'aujourd'hui, en fait, l'Afrique, c'est le continent où il est en train de se passer cette ruée vers l'or. Et il faut être les premiers dessus. Je suis Asma Botby-Clark à Durban pour VOA Afrique. C'est vendredi et c'est l'heure de Culture Hebdo, un rendez-vous hebdomadaire avec Roger Mountou. 2 célèbres rappeurs au Nigeria ont été arrêtés pour possession de drogue, a annoncé jeudi l'agence antidrogue nationale qui a mené un raid dans leur appartement à Lagos, la capitale économique. Mohbad et Zinoleski ont été arrêtés avec 4 autres personnes car des quantités de cannabis et d'ecstasy ont été retrouvées dans leur résidence et leur voiture, a affirmé le porte-parole de la National Drugs Law Enforcement Agency, Femi Babafemi. Zinoleski et Mohbad sont 2 rappeurs de l'afropop, le courant musical nigérien qui s'exporte sur tout le continent et en Occident. L'un des derniers tubes de Mohbad intitulé Feel Good comptabilise plus de 4 millions de vues sur YouTube. Les 2 artistes ont signé l'année dernière un contrat avec le label de musique du célèbre rappeur nigérien Naira Marley qui a eu des ennuis avec la justice dans le passé.
Nouveau coup d'éclat du duo électro le plus célèbre au monde. Un an pile après l'annonce de leur séparation, les musiciens français de Daft Punk ont signé mardi leur retour sur les réseaux sociaux. Ah oui, on a vu beaucoup de messages défiler. Tout est parti dans l'après-midi en Californie d'un post énigmatique sur Instagram et Twitter avant que Daft Punk ne rediffuse sur la plateforme Twitch un concert live de décembre 1997 à Los Angeles où l'on voit le tandem formé en 1993 par Thomas Bangalter et Guy Manuel et de Omen Christo. En tout cas, d'après les chiffres partagés sur Twitter par des fans, le concert sur Twitch a commencé à être diffusé à 22h22 GMT le 22 février 2022, déclenchant une cascade de messages et de rumeurs sur une éventuelle reformation du duo casqué, séparé officiellement le 22 février 2021. À la même date, c'est fut une onde de choc sur la plateforme musique par une vidéo énigmatique postée sur les réseaux sociaux sobrement intitulée « Épilogue ». Ouais, Daft Punk avait annoncé sa séparation. Le duo était depuis un mois que le plus grand ambassadeur de l'électro française. L'absence de concert pendant 14 ans s'est doublée d'une stratégie de silence médiatique de leur début. On ne connaît officiellement pas leur visage dissimulé sous un masque de robot. Achille Ouattara, a.k.a. Patouma, est un rappeur ivoirien du groupe Dikita Prose. Il a participé au projet du collectif Sans Froid, Sans Franc. Je l'ai eu au téléphone ce matin pour nous parler de son nouvel opus Peuple d'Afrique. Suivons un petit mot. Patouma, c'est mon nom d'artiste qui signifie en tagmana la pierre angulaire. Le tagmana est une langue parlée en Côte d'Ivoire. Oui, la Côte d'Ivoire, un pays que j'aime beaucoup, Achille Ouattara, et que d'ailleurs je rêve de visiter. Alors parlons un peu de ce titre qui fait la promotion de l'honnêteté, de la solidarité et de l'engagement. C'est du rap ivoire exécuté en tagbagnan et en français, c'est ça exactement. Alors l'idée, c'est quoi derrière cette chanson? L'idée était de faire de la culture un véritable outil au service du développement et singulièrement du développement de nos pays africains. L'Afrique regorge de très belles valeurs qu'il faut mettre en avant, qu'il faut promouvoir. L'histoire nous a prouvé, quand nous travaillons au quotidien, nous construisons l'avenir. Portons ce message à toute l'Afrique. Que Dieu bénisse l'Afrique. L'intégralité de cette interview dans RM Show sur notre site voafrique.com. C'est tout ce que nous avons prévu pour vous cette semaine dans Culture Hebdo. Bon week-end à vous et bon week-end à tous vos proches, toujours en compagnie de VOA Afrique. Culture pour culture, on referme ce journal avec un détour de l'Italie où les touristes et les Vénitiens étaient sur leur 31 hier, 24 février, pour profiter d'une nouvelle journée de carnaval dans la ville lagunaire. En effet, après 2 éditions frappées par des restrictions dues au Covid-19, le carnaval de Venise fait lui aussi son retour. Le carnaval de Venise a débuté il y a plusieurs siècles comme une période d'excès avant les rigueurs du carême, les 40 jours donc de jeûne qui précèdent traditionnellement la fête de Pâques. Le carnaval de Venise se déroulera jusqu'au 1er mars. Et c'est ici que se referme ce journal. Merci à toute l'équipe technique et à la rédaction. Et comme d'habitude, l'information continue sur voaafrique.com et sur toutes nos stations partenaires. Passez un agréable week-end. Mbote Ndeko Eli Sango, Mbote Nabino Banso, Mozali Kolanda, Saona Lingala, na la Voix de l'Amérique, Uto, Washington DC. Sango Mokili Lelo, c'est votre nouveau rendez-vous d'actualité en Lingala de la Voix de l'Amérique. Tous les jours, de lundi à vendredi, nous vous proposons 2 éditions d'actualité. La première, de 17h à 17h30 temps universel, et la deuxième, de 19h30 à 20h temps universel. Politique, société, culture, économie, sport. La rédaction Lingala de la Voix de l'Amérique vous donne rendez-vous pour décrypter l'actualité congolaise, africaine et du monde. Sangoya Mokili Lelo, c'est tous les jours, de lundi à vendredi, sur nos ondes et celles de nos stations partenaires, dans l'une des plus belles langues d'Afrique, le Lingala.